merci. Un sujet vaste. Sacha a déjà commencé à parler d'IA, donc ça va être le prolongement de ce thème-là. L'IA en ophtalmologie, c'est un sujet très vaste, on peut parler des heures. Ce qui est sûr, c'est qu'en médecine, ça a commencé il y a peu de temps, et ça est venu se baser sur cette IA qui a incorporé nos vies dans tous les compartiments des produits qu'on utilise en vie courante, que ce soit la musique, la banque, la robotique, le GPS, les jeux vidéo, etc., etc., etc. En médecine, l'aventure a commencé un peu plus tard. C'est les radiologues américains qui ont commencé à faire de l'IA dans l'imagerie en autorisant l'autodétection des anomalies du poignet par radio conventionnelle sur le réseau Imagen couplé à Google en 2018. Et cette expérience n'a pas été concluante et s'est arrêtée en 2020-2021. Ils ont amorcé notre étude sur la radiologie. Et en parallèle, les Américains ont autorisé en 2018 cet appareil à droite, Topcon, qui s'appelle IDX, où il y avait un couplage avec de l'imagerie IA. Et depuis, ça part dans tous les sens, puisqu'on peut dire qu'en ophtalmologie, on a tous les compartiments qui sont couverts, que ce soit la chambre antérieure, la cornée, la rétine, la choroïde ou le champ visuel. Là où il y a une image, il y a une IA. Une image, une IA, comme a dit Sacha. Une image et des datas, ça s'analyse, ça se compare à des méga-datas, et on peut conclure quelque chose. Alors bon, la liste pourrait être très longue. Il y a la rétinopathie diabétique, le DMLA, le glaucome. Ça augmente la sensibilité de diagnostic pour certains patients, une assistance. Je vais vous montrer comment on peut le maîtriser ou pas le maîtriser. Pour le GDX, en pratique courante depuis 2018, donc depuis 7 ans, on peut faire des rétinophotos aux États-Unis agréées FDA, faire une imagerie. Cette imagerie est couplée à des mégadata et analysée et compartimentée par du deep learning. Et je passe les détails. La conclusion, c'est, dans ce patient-là, c'est un rapport qui était assez succinct en disant j'ai perdu le contrôle, cher régie. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'IA dans la régie, là. C'est pas possible. Si, il y a de l'IA. Il y a trop d'IA, tu l'IA. Et donc, il y a trop d'IA. Et donc, ça voulait dire, en gros, que ce patient est sensible à une rétinopathie diabétique, veuillez le référer à un médecin. Pour l'instant, l'IA en imagerie, c'est on vous donne une piste de diagnostic, on ne vous dit pas c'est une pathologie, on vous dit ça peut être cette pathologie, il faut en référer à un médecin. Donc c'est un peu le processus. En segment antérieur, on en parle de plus en plus parce qu'il y a 3 compartiments qui sont segmentés, le préopératoire, péropératoire et le post-opératoire. En préopératoire, les biométries du futur, elles seront toutes IA parce qu'elles analyseront des bases de calcul et un algorithme tellement complexe qu'on oublie UL Master avec le calcul UL 500, 700. Il y aura plus de données parce qu'on va incorporer la profondeur du sac, le volume du sac, le blanc à blanc, la courbure postérieure de la cornée, la face antérieure de la cornée, la face postérieure du cristallin. Donc on mettra tellement de données qu'on aura une formule qui sera beaucoup plus fiable. Il y a des robots IA qui font la chirurgie de la cataracte dans des pays étrangers, donc c'est utilisable. Et ça va aussi dans le glaucome où on détecte les excavations, les volumes du neuroépithème papillaire. Et donc, imagerie, champ visuel, imagerie, photo, imagerie, excavation, data, glaucome, évolution, sensibilité sur ces pathologies. Même pour l'angle fermé en OCT web source, c'est aussi IA compatible puisqu'on peut mesurer de façon automatique le degré d'ouverture de l'angle sur des OCT web source avec un logiciel couplé et faire une cartographie automatisée. Autant dire, ça a envahi tous les champs possibles, inimaginables. Pour ce qui est de notre domaine à nous, Sacha et moi et d'autres, la rétine, il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs. Il y en a eu 2 ou 3. MyOphTAI, c'est le premier. MyOphTAI, c'est le premier logiciel open. Un site, vous téléchargez, vous envoyez des images, vous les faites digérer, analyser, et il vous donne une réponse. Moi, j'ai fait ce cas qui est le plus mauvais cas que j'ai fait pour vous montrer les limites de l'IA. Et ensuite, on pourra montrer des cas positifs. Patient qui avait un diabète, évident, avec un exudat cerciné bilatéral et un néovaisseau à gauche, évident, quelques exudats secs, quelques anévrismes, et donc je l'ai mouliné dans l'IA. Je lui dis qu'est-ce qu'il a. Il m'a fait un beau rapport que j'aurais pu donner au patient. Et quand je zoome, il me dit ce patient, il a des drusènes positifs, une DMLA positive, un glaucome négatif, un stade de rétinopathie sévère. Mais en fait, la conclusion, c'est ce qui est intéressant. Il dit suspicion forte de DMLA, bon, c'est un diabétique. Les examens complémentaires sont souhaitables. Oui, il faut le référer à un médecin. En gros, il vous donne un diagnostic en disant envoyez-le parce que je ne suis pas sûr. Donc c'est un peu le principe, c'est on analyse, il y a des faux positifs, des faux négatifs, il n'y a pas encore de sensibilité 100%. Donc l'aventure continue. Il y a des publications importantes qui montrent ce type de résultats, jamais 100%. Vous voyez, spécificité 92%, ça monte encore un peu sur les publications de l'année dernière, mais on n'arrive pas encore à 100%. Il y a une boîte ukrainienne qui s'est créée il y a 5 ans par un ophtalmo couplé à des Américains qui s'appelle Altris AI, qui elle fait aussi un open logiciel sur un site où vous pouvez mouliner les OCT. C'est couplé à l'EX2 de HERA, puisque maintenant on peut l'avoir directement dans nos appareils si vous avez la version 2 de l'EX, qui est un peu consommateur d'énergie et de source.
Mais en tout cas, vous avez ce type de possibilité. Mais dorénavant, oubliez l'image, oubliez la photo d'avant. On peut envoyer l'OCT pour calculer des volumes des espaces. En rouge, l'œdème intrarétinien, cystoïde. En vert, l'œdème sous-rétinien. En vert, l'œdème sous-épithélial. Vous faites des cartographies, c'est joli. Ça permet d'aller plus vite, faire des volumes et donner un degré de sensibilité. RetinSight le fait, et le couple à Ashera 2 et X2. Altris le fait aussi, vous lui mettez une image, il vous le segmente, et à droite, le résultat, je ne sais pas comment faire le pointeur, c'est là. C'est ici que tout se passe. Il vous donne au curseur le degré de référence urgence. Il rappelle référal urgency score. 95% de cas, là, il vous dit, attention, il faut vraiment l'envoyer chez le docteur. Bon, il y a 6% de cas, il ne faut pas l'envoyer, mais il faut l'envoyer. Tout ça, ça prend un temps non négligeable quand un œil humain est encore plus rapide. Donc, c'est joli, c'est beau. Mais en pratique courante, ce n'est pas routinier, on ne peut pas le dire ça encore. Pour la prédiction ADMLA, ce cas qui avait été publié il y a quelques années, qui montrait deux OCT strictement identiques, et là, pour une petite différence d'altération de l'épithèle pigmentaire, il vous dit qu'il y a un risque de développement d'œdème maculaire, non, mais DMLA à quelques années, assez important. Donc, il crée des facteurs prédictifs et des modèles mathématiques avec des courbes de Kaplan-Meier. Il le fait aussi pour l'atrophie géographique, et tous, vous avez l'AX2 parfois en spectralis qui fait des rapports RetinSight avec l'atrophie géographique. À quoi ça sert vraiment en pratique courante pour le patient? Pas grand-chose. Pour nous, scientifiques, et pour des traitements qui auraient dû être développés, commercialisés, c'était utile, mais on n'en a plus. C'était calculer des bases de volume d'atrophie géographique pour voir quand le patient il passe de 2 mm à 2,5 mm, 3 mm, en gros, un indice de progression. Mais en pratique, tant qu'on ne peut pas arrêter cette maladie et pas la soigner, c'est joli, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf si on trouve d'autres idées. Les Israéliens ont sorti de l'IA, de la OCT portable, qui a très bien marché, mais qui a un coût très élevé par autodiagnostic de lésions, avec un modèle mathématique qui faisait que l'OCT était fait à la maison, enfin home, ou dans un centre référent. Il était couplé à un serveur. Ce serveur analysait les images et donnait par de l'IA des modèles de progression de la maladie et des moments où il fallait se référencer à l'ophtalmorétinologue israélien. Et donc la série a commencé par 15, 30, 20 patients. On a maintenant 5 ans de recul, ça marche assez bien. Le seul problème, c'est le coût de cette machine, et le coût du logiciel et de l'abonnement à ce logiciel, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas adhéré à ce modèle d'externalisation de l'OCT. Ils préfèrent les garder un peu chez eux. Donc, c'est une réponse mi-figue, mi-raisin. Et pour finir, ça a aussi envahi la réfraction. Et donc, il y a l'UNO, qui a un appareil qui s'appelle le Visionex, qui intègre un kiosque d'autoréfraction. Nidex y est aussi avec les frères Constantini, il y a le Glaspop, c'est de l'IA, l'automesure. Il y a Ciview de Gatineau qui est aussi de l'automesure. Donc il y a 2-3 kiosques en France. Vous pouvez acheter des machines qui vous font un examen complet. Il y a d'autres qui vont arriver. Donc la réfraction, c'est aussi automatisé. La théorie, c'est d'être plus rapide. Et donc dans ce qu'ils publient comme marketing plaquette, ils disent l'humain met 20 minutes, nous on met 8 minutes. Ce n'est pas totalement vrai. Donc c'est discutable. En termes de temps, c'est time consuming. Pour l'avoir testé, ça prend un peu de temps. Et donc il faut le répéter. L'utilité que moi j'ai liée en 2025, elle est là. Elle est en bas, c'est leur cam. C'est les patients à qui on a une DMLA atrophique très évoluée, une DMLA exudative très évoluée, chez qui je suis désespéré en rééducation de basse vision. On leur prescrit ces lunettes avec de l'IA. L'IA, elle est couplée à cette caméra qui fait de la reconnaissance faciale. Et la reconnaissance faciale, c'est transformé en audio parce qu'il y a un capteur audio et un écouteur. Et en fait, il vous lit les visages, il vous lit le texte, il vous lit les prix des gâteaux au supermarché. Donc, il se balade dans les supermarchés, il y a un gâteau, il voit la composition du gâteau, le prix. Il rencontre François dans la rue, ça vous dit « je rencontre François ». Donc, il vous parle. Et pour des patients, c'est très utile. C'est assez coûteux, mais il y a une version qui est moins coûteuse maintenant, qui coûte 1 500 €, qui est en partie remboursée. Donc, j'en ai prescrit leur cam. C'est la seule utilité de l'IA en pratique courante que j'ai aujourd'hui. Les limites, c'est ça. C'est pas fiable pour tout le monde, c'est éthiquement et légalement, ça dépend des États. Le coût est assez important, c'est consommateur d'énergie, on en parlait hier à table, les projections, c'est la moitié de l'énergie mondiale en 2050 se passera par l'IA dans les serveurs, et quelques erreurs pour essayer d'être un peu contradictoire. Une hémorragie maculaire que j'ai moulinée à l'ophtalmie, qui m'a dit DMLA, qui est un macroanévrisme, et les accidents de Tesla en autopilote qu'on ne peut pas oublier. Donc ça, c'est les limites de l'IA. Confiance, rejet, discussion. C'est un outil qu'il faut qu'on intègre dans notre collaboration, mais qui ne nous remplacera pas. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à part quelques cas exceptionnels de machines qui remplacent l'humain, mais j'en ai pas beaucoup trouvé, c'est surtout des chatbox qui vous donnent des réponses en pratique sur la façon de prendre en charge les patients, sur les infos, les rendez-vous, les vidéos. C'est surtout le chatbox IA qui est utile en 2025. Le reste, c'est encore discutable. Voilà, merci beaucoup, je termine. Merci David.
Merci David. On a 4-5 minutes pour les échanges. On peut peut-être discuter sur les 2 premières communications. Moi, j'avais une question à te poser, David, sur ton topo sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que ça va être intégré à long terme dans nos machines à long terme, ou tu penses que ça nous va demander un effort supplémentaire pour pouvoir récupérer la réponse de l'IA? Ben là, pour le rétino, Sanotek, ça fait 5 ans qu'ils ont un rétino qui intègre de l'IA, donc qui coupe les ophtalmiques, donc c'est intégré. Le Spectralis, il intègre de l'IA pour l'atrophie géographique et pour les volumes d'OCT, donc ça c'est fait. Les futurs OCT vont intégrer l'IA. En fait, c'est censé te dire, là où tu vois un DSR, un liquide sous-rétinien avec ton œil nu, tout de suite, il est censé te dire, appuie sur un bouton, je te fais un rapport très joli pour le patient. C'est pratique parce qu'on va y gagner en fluidité si on a des cohortes de patients et des protocoles de patients et des parcours de patients très denses et très compliqués, parce qu'on pourra faire analyser par des collaborateurs ce type de résultats. Ce n'est pas encore intégré automatiquement dans les machines, c'est encore couplé à des logiciels qui ont encore des licences, c'est encore licencié. Ce n'est pas autorisé comme un logiciel gratuit, il faut encore payer pour l'avoir. On donne une force supplémentaire. D'accord. Voilà. Et si par exemple tu as un patient, on va diagnostiquer par exemple une rétine pigmentaire, est-ce que tu vas l'adresser à un centre spécialisé, tu vas faire des examens complémentaires ou tu vas te baser sur le diagnostic de l'IA? Alors j'en ai pas parlé du diagnostic de l'IA, donc du coup ça me permet de répondre à une question que tu ne m'as pas posée. Voilà, du coup, il y a Google et comment il s'appelle leur copain Alphabet de Zuckerberg. Les 2 grands pontes américains, ils ont un modèle d'IA médical de diagnostic qui est en test. Où en gros, chez nous, de n'importe où, on pourra envoyer une photo de n'importe quelle image du fond d'œil sur une pathologie rarissime. Vous faites jeune patiente, OCT, œil droit, scotome central, perte de nucléaire externe, etc. Et il vous donne un diagnostic avec une sensibilité de 100%. Donc en fait, l'aide de diagnostic, on ne l'a pas encore, mais ça va arriver. Donc, est-ce que tu vas quand même l'adresser dans un centre de référence ou tu vas te baser sur le diagnostic de l'IA? Alors moi j'adresse rien parce qu'on m'adresse à moi, donc c'est la question inverse que tu voulais me poser. Est-ce qu'on va continuer à m'adresser des patients compliqués en centre de référence? J'espère. Ouais. J'espère. Et si vous avez des questions sur l'IA, sinon on peut... sur la première présentation du docteur Sacha Guénoun, moi j'avais une question sur l'imagerie ultra grand champ. Est-ce que finalement tu as diminué tes indications d'angiographie sur des prises en charge de patients diabétiques? Alors déjà j'avais diminué de façon drastique mes indications d'angiographie pour les diabétiques, c'est clair. Après, je garde quand même des indications assez larges parce que parfois on se fait piéger. On a l'impression que la rétinopathie n'est pas tellement importante, mais quand on ne le sent pas, ben on va à l'angiographie et parfois ça nous apporte quelques éléments assez importants. Donc non, pas vraiment. Je n'ai pas tellement diminué mes angiographies. On les avait déjà diminuées auparavant, mais l'ultra grand champ n'a pas extrêmement diminué mes angiographies. Ouais, j'ai une question à te poser. Je la pose assez souvent. Est-ce que si tu as le grand champ, tu le fais à tous les patients qui consultent systématiquement pour trouver 3 déhiscences, 3 palissades, 3 brides, un trou? Non. Non, ouais, pas du tout. En fait, il y a 2 types de patients. Soit le patient, il est suivi dans la DMLA, où on le voit assez souvent, et en fait, on n'a pas besoin d'aller lui faire des ultra grands champs. Soit on fait du dépistage systématique de type RNO, téléconsulte ou autre. Et là, ça peut avoir un intérêt, sachant qu'on va trouver des choses et on ne va pas savoir quoi en faire. Voilà. Et ça c'est un problème aussi qu'il faudra régler à l'avenir. Trouver des choses, c'est jamais un problème. On est content. Savoir quoi en faire, c'est autre chose. C'est du dépistage des névus périphériques, des manœuvres périphériques. Exactement. En fait, ça inquiète souvent le patient. Pour autant, il n'y a pas grand-chose à faire, mais parfois, ça lui sauve la vie. Merci beaucoup. Si tu ne fais pas un grand champ à tous tes patients, tu fais le fond d'œil comment? Dilaté, classique, en biomicroscopie avec... C'est plus simple de... Enfin, moi, personnellement, je l'ai, grand champ, je le fais à tout le monde. Oui. Parce que ça évite de dilater le plus souvent. Bien sûr. Et du coup, je le fais en dépistage à tout le monde. Enfin, je ne sais pas si c'est trop. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pratique. C'est juste qu'après, on trouve pas mal de choses. Voilà, et on sait jamais quoi en faire. Oui, je suis sur Paris, c'est plus facile. On va